Les vraies voix du rugby, la seule émission du lundi qui ne parle que de rugby. Au sommaire, ce soir, le 15 de France qui prépare sa tournée en Nouvelle-Zélande. Une première liste et des surprises. On en parlera bien sûr dans notre tour de table avec Yoann Huget et Philippe Spanghero. Le Stade Toulousain remet son titre en jeu. Une large page sera consacrée aux champions en titre à 4 jours de leur demi-finale face à Bayonne. Virgile Lacombe, un des entraîneurs toulousains, sera avec nous dans quelques minutes. Et puis notre confrère de l'équipe, Laurent Campistron, spécialiste du Stade Toulousain, nous rejoindra à partir de 20h30. 20h45. On respire du côté de la Catalogne. Perpignan est maintenu. Les Catalans l'ont emporté face à Grenoble. Non sans frayeur. On y reviendra avec Lucas Vellard qui sera avec nous aux alentours de 20h45. Vous pouvez nous appeler, bien sûr. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 pour réagir et participer. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonjour à tous et bonsoir Yoann Huget. Bonsoir messieurs. Oui, bonsoir Philippe Spanghero. Salut, bonsoir à tous. Et bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. Voilà, on est content de te retrouver, Quentin, le lundi. Attention, les dernières infos du jour pour ceux qui n'étaient pas connectés avec leur téléphone SFR aujourd'hui, comme moi par exemple. Ah oui, ils ont eu quelques difficultés, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous donner les dernières nouvelles. On connaît désormais les arbitres pour les demi-finales et la finale du top 14. Ce sera Luc Ramos qui sera au sifflet vendredi soir pour Toulouse-Bayonne. Il y aura ensuite Ludovic Kerr qui sera en charge du match entre l'UBB et le RCT. Ce sera Pierre Brousset qui arbitrera la finale du top 14. Le demi d'ouverture anglais Owen Farrell, 33 ans, quitte le Racing 92. C'est désormais officiel. Après une seule saison passée dans le club francilien, il retourne dans son club des Saracens. Et puis la liste de l'équipe de France A est tombée pour affronter l'Angleterre, avec notamment 13 nouveaux visages dans cette sélection. Pour les avants, on va avoir le droit à Hugo Oradou, Demba Bamba, Gaëtan Barlow, Tyler Duguid, Baptiste Erdocio, Alexandre Fischer, Michael Guillard, Paul Malès, Guillaume Marchand, Régis Montagne, Rabat Slimani, Romain Taoufi-Fenua, Kylian Tixron, Jacobus Van Tonder, Théo William et Cameron Woki. En ce qui concerne les trois quarts, Théo Atisogbe, Léo Barré, Léo Berdeux, Thibaut Daubagna, Aleveriti, du Guy Valou, Gaël Ficou, Emilien Gaëton, Antoine Astoy, Baptiste Jonot, Nolan Le Garec, Thio Millet et Maël Moustin, le joueur du MHR. Voilà, pas mal de nouveaux noms. Ça fait partie aussi du charme de ces tournées. On se souvient notamment de l'Australie en 2021 qui avait révélé plusieurs joueurs. Yoann, Philippe, tiens, quel nom vous surprend le plus dans ces nouveaux noms? Alors, ils sont pas encore définitivement... Ça comptera pas comme une vraie sélection non oui, plus. C'est vrai, mais c'est l'Angleterre. Mais enfin, ça sent bon quand même pour la Nouvelle-Zélande. En tout cas, ils sont dans la première partie de la liste. Quel nom te surprend le plus, Yoann, sur ceux qu'on a entendus? Non, mais il y a des retours comme Demba Bamba, Astoy, aussi le petit Marchand qui est là, Guillaume, donc, le frère Marchand. Donc voilà ça. Et aussi voilà, ça prouve que on peut être sélectionné même en jouant Pro D2. Je parle pas pour les non cités, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que le petit Paul Malès est présent dans la liste. C'est ça en devenir. Donc voilà, c'est des joueurs qui, même s'ils jouent à l'étage inférieur, on l'a déjà vu par le passé, peuvent compter aussi sur le regard d'un peu plus haut de l'étage au-dessus. Oui, c'était notamment l'enseignement de la tournée 21 en Australie. Je parlais de Melvin Jaminet, qui était en Pro D2 et qui avait éclos au plus haut niveau. Philippe Spanghero, est-ce qu'il y a un nom, toi, que tu retiens parmi ces noms égrenés brillamment par Quentin Cabanis? Il y a la petite surprise, même si c'était pas a priori dans la stratégie de Fabien Galtier, de se laisser la porte ouverte de sélectionner des joueurs étrangers sur le papier, mais qui sont aujourd'hui des GIFs, donc Jacobus Van Tonder et Duguay Valou. C'est pas surprenant, mais c'est vrai que on n'avait pas vu ça depuis un petit moment du côté du staff du 15 de France. Ouais, et du guide aussi, qui est peut-être le plus inattendu. Enfin, les deux le sont également, mais qui est canadien, lui. Oui, qui est canadien, 24 ans seulement, et surtout à un poste où c'est un gabarit de 2,01 m, c'est du solide et ça peut compter quand même dans la suite. Voilà, il y a peut-être plus de monde au centre ou à l'aile, mais pour du Guy Valou ou pour Van Tonder en polyvalent, mais en tout cas pour ce poste de deuxième ligne, je sais pas ce que t'en penses toi, Philippe, mais c'est vrai que... Oui, non, mais dans tous les cas, bon, c'est un poste quand même
on s'est posé quelques questions parce que on a essayé notamment Rouma pendant le tournoi et puis visiblement il n'a pas donné complètement satisfaction au staff sur ses sorties. Donc ensuite on pouvait penser à Josh Brennan qui était en pleine forme à Toulouse à ce moment-là et qui n'a pas eu sa chance, qui est dans un profil qui peut ressembler à celui de Duguid en termes de profil de joueur. À côté, dans la densité, on a quand même ce qu'il faut, et notamment Guillard qui s'est révélé. Donc c'est vrai que dans ce registre-là, ça peut être la bonne surprise et venir densifier encore ce poste où on n'a pas répondu quand même à toutes les questions pendant ce tournoi. Oui, à noter aussi la présence de Baptiste Erdocio, ancien Biarro, qui a éclos à Montpellier, voilà, qui est le seul pilier gauche pour l'instant. Ça en dit long aussi. Et voilà, Maël Moustin, tiens, Johan, peut-être tu peux réagir sur Maël Moustin, qui potentiel ou pas? Bien sûr, s'ils sont là, c'est que c'est forcément des potentiels et qu'ils veulent le voir sauf que ça va en Nouvelle-Zélande cette fois-ci, c'est pas non plus... Oui, bien sûr, mais c'est à voir comment ils se comportent sur les trois tests qui vont arriver. C'est pas évident, hein, parce que même si la Nouvelle-Zélande démarre la saison, ça va être copieux. Il va y avoir quelques blessés. Ouais, c'est en tout cas une belle tournée qui s'annonce. Il y aura combien de joueurs rajoutés? 42 qui vont partir, on est d'accord. Ouais. Là, faut noter qu'il n'y a aucun demi-finaliste dans la liste. Il n'y a aucun demi-finaliste et il n'y a pas non plus les 5 joueurs finalistes qui seront admissibles par le 15 de France. Tout à fait. Oui, il y a cette négociation qui permet, en effet, puisqu'on a vu qu'il y a quand même des joueurs confirmés qui demandaient à aller en Nouvelle-Zélande, donc il y a une discussion ouverte qui a permis d'avoir cette règle de 5 joueurs finalistes, mais avec des critères très particuliers en termes de temps de jeu sur la saison, etc. Moins de 2000 minutes. Voilà. Donc ce qui ferait par exemple qu'un Louis Bielbiaré ne pourrait pas y aller. Voilà, écoute, il restera au garage, voilà, sur la côte landaise ou girondine, bien sûr. Il sera bien. Et voilà, c'est tout. Il va se reposer. Tout à fait. Important de se reposer de ces phases finales. La victoire de Toulon face à Castres, tiens, elle t'a inspiré quoi? Elle s'est jouée quand même dans les dernières minutes. Il y a eu une rafale d'essais. À partir de la 60e, ça c'est comme souvent sur ces matchs-là, ça se décante à la 60e minute et c'est un bras de fer et Toulon a fait preuve de maturité. On a envie de dire, ils ont évolué. Ils se sont servis des 2 défaites, que ce soit le barrage l'année dernière, le quart face à Toulouse. On les sentait un peu moins bien et voilà, ils ont répondu présent, même si ça n'a pas été facile. Et voilà, et comme le disaient certains joueurs à la fin du match, le score ne reflète pas tout à fait le match. Ouais, Philippe, est-ce que l'UBB doit se méfier de Toulon? Bien sûr, on est en demi-finale, mais ce Toulon-là, quand même, jusqu'à la 65e, c'était pas gagné quand même. Ça finit 52-23, mais ce Toulon-là, on va dire, il va être un peu décomplexé, remis de son traumatisme de la Champions Cup, on va dire. On espère, ils ont passé une étape importante. J'espère qu'ils ont acquis quelques certitudes déjà dans la victoire. Après, c'est en termes de réalisme qu'il faudra vraiment monter d'un cran le niveau face à une équipe comme l'UBB. C'est vrai que honnêtement, il n'y a pas eu match vraiment, parce que au score oui, mais en réalité c'est l'ultra-réalisme de Castres qui les a fait rester dans le match en première mi-temps. En termes de possession, d'occupation, dans le défi physique, il y a eu Papali devant côté castré qui a fait un peu illusion, mais on a senti quand même les Toulonnais dans la densité, dans la maîtrise collective mieux en place dans ce match. Après, Castres rentre 2 fois dans le camp, il marque un essai, une pénalité, donc il colle. Mais bon, on a senti quand même le RCT un ton au-dessus sur ce match, et puis à la fin, ça se décante, mais c'est plutôt sur le réalisme dans les temps forts et dans les zones de marque que le RCT a beaucoup mieux à faire sur ce qui les attend en demi-finale. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, Philippe, parce que tu sais, Castres, à un moment donné, on sent que Toulon prend le large. Coup d'envoi, 2 minutes après, il remarque l'essai par Arata, je crois, ou je sais pas qui c'est qui marque cet essai en deuxième mi-temps. C'est Fernandez, je crois, qui marque le deuxième. Après, tu vois, le coup de pied, juste après le coup de pied de renvoi qui est mal négocié par les Toulonnais. Et je trouve que même s'ils ont été réalistes et opportunistes, mais ils ont réussi à coller jusqu'à la 60e minute, voire 65e. Et bien sûr, Toulon s'est rendu la tâche un peu difficile. Mais attention, parce que refaire ces erreurs-là face à cette équipe bordelaise, ce sera pas mince à faire, et surtout
la fraîcheur des Bordelais peut compter dans ces moments-là. Ouais, fraîcheur quand même, avec 3 joueurs et notamment Maxime Lucu qui a pas joué depuis la finale de Cardiff, depuis le 24 mai. Il a eu un petit problème à la cuisse ensuite. Petite interview là en conférence de presse aujourd'hui de Yannick Bru qui disait que il y avait plein de zones un peu aussi d'inconnus par rapport à ça. Toi, tu sens comment? Parce que oui, Toulouse a l'habitude de ces phases de break, mais Bordeaux a été rarement qualifié directement en demi. Hein. Ouais, c'est l'inconnu pour Bordeaux, mais ça leur a permis de se ressourcer, de se régénérer. De se mettre aussi sous pression, de se dire que ils sont directement qualifiés en demi-finale et que il va pas falloir se tromper. On n'a pas ce match de barrage pour se rôder. Ils avancent dans, on va dire, un peu le flou, mais avec une capacité physique qui leur a permis de se régénérer. C'est une équipe de l'UBB qui va arriver avec ses forces et Toulon a cravaché dur sur les dernières semaines. Si ils font le job, normalement ça devrait se passer. Ouais, Philippe, sur cette confrontation là. Mais pour moi, c'est la plus équilibrée. C'est le match le plus équilibré. Oui, parce que en saison régulière, quand même, Toulon a posé d'énormes problèmes. Alors, il y a eu le match retour qui était une semaine après Cardiff, dont il n'était pas bien tombé en termes de calendrier, mais quand même, ça avait été à l'aller de mémoire très 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 serré et très acharné physiquement, avec un Toulon qui avait beaucoup posé de problèmes, notamment devant en termes de densité, Philippe. Oui, mais ce Toulon-là, c'est vrai qu'on l'avait dit avec Maxime Petitjean, là, qu'on a eu comme invité, dans cette période-là, ils étaient vraiment, pour moi, ce qui faisait de mieux sur la saison en termes de confiance collective, de densité. Après, ils ont baissé un peu de régime et puis ce match de Champions Cup contre Toulouse leur a fait mal à la tête et ils ont soufflé un peu le chaud et le froid depuis. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là de la saison, ils étaient pour moi au pic de forme et de ce qu'on leur a vu faire. Et ils ont posé des vrais problèmes à cette équipe de l'UBB. Je suis d'accord avec Johan, c'est pour moi le match le plus équilibré, même si honnêtement on sent l'UBB collectivement sûr de ses forces. Ils ont eu ce match pour ce week-end de repos pour se régénérer. Ils ont fini la phase régulière sur une victoire, ils se sont rassurés. Je pense qu'ils sont assez sûrs de leur force. Donc sur la dynamique, je vois quand même l'UBB collectivement un peu plus fort, un peu plus devant. Mais sur ce match, si Toulon est aussi dense devant qu'ils l'ont été et qu'ils arrivent à être beaucoup plus réalistes, ils peuvent poser des problèmes à cette équipe. 21-17, ça avait été le score le 28 décembre. Alors oui, c'est toujours les matchs là des fêtes, mais c'est vrai que c'était 21-17 avec une première mi-temps qui était favorable aux Bordelais, une deuxième qui était plutôt favorable aux Toulonnais. On va bien sûr continuer à parler oui, tout à fait. On va continuer, tout à fait, Quentin. On va continuer à parler de ces demi-finales. On va se projeter sur celle de Toulouse. Dans un instant, vous restez bien dans les vraies voix du rugby. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Les vraies voix du rugby avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr, et vous au 0826 300 300. On est là pour parler de ces demi-finales qu'on va vivre dès vendredi à partir de 18h sur notre antenne. Voilà, premier match, c'est Toulouse-Bayonne, c'est vendredi. C'est une affiche absolument inédite parce que Bayonne revient à ce niveau-là de la compétition. Je dis revient parce que c'est une première depuis 1983, depuis 44 ans. Qui était né en 83 ici, Philippe? Moi, j'étais presque né. Il était en fabrication, Philippe. Il était en phase d'entraînement. Ouais, j'étais dans les stars pour faire mon entrée sur scène. Ah voilà. Je crois que dans tout le studio là, François, il y a que toi. Mais tu sais, il paraît que les grands vins de Bordeaux vieillissent bien. Donc, oui, ça se bonifie avec le temps, bien évidemment. Moi, je me souviens de la finale 82 de Bayonne contre Agen avec Peyo Alvarez, ensuite avec qui j'avais eu l'honneur de jouer à Bègle. Voilà, c'était les grands noms des années 80 de cette époque-là. On accueille sur l'antenne de Sud Radio notre confrère de l'équipe, Laurent Campistron. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct, Laurent. On peut t'appeler spécialiste du Stade Toulousain pour le journal L'Équipe.
Disons que ça fait, maintenant 12 ans que je les suis régulièrement, donc oui, on peut presque dire ça, oui. Tu as donc supporté Yoann Huget, on peut le dire aussi entre nous, là. Ouais, exactement, mais c'était pas le plus difficile à supporter, il était bien, Yoann. Merci Laurent. Voilà. Bon, il est bien sous tout rapport, ce garçon. C'est vrai. Voilà. Je l'ai appelé avant quand même, on a fait un petit débrief avec Laurent. Voilà. C'est facile de travailler, Laurent, justement dans une semaine de demi-finale au Stade Toulousain où ça se crispe un peu? C'est un peu plus compliqué depuis 2-3 ans, oui, parce qu'ils ont pris l'habitude de partir en stage, ce qui est tout à fait logique. Ils partent en stage en général la semaine qui précède la dernière semaine avant la demi, donc on les voit pas puisqu'ils s'isolent à l'étranger en général. C'était au Portugal les 2 années dernières et puis là c'était en Espagne la semaine dernière. Donc accès interdit aux médias, et puis cette semaine ils se réfugient un petit peu derrière les règles de la LNR, ce qui stipule qu'il y a bien un entraînement ouvert, mais c'est juste un quart d'heure à la veille de la demi, et un point presse qui suit. Donc voilà, il faudra se contenter de ça cette semaine, sachant qu'on a quand même la possibilité, et ça c'est pas rien, d'avoir un joueur au téléphone dans la semaine pour faire une présentation quand même du match, quoi. Ouais, ça reste quand même une habitude, Yoann, la demi-finale pour le Stade Toulousain. C'est un peu comme un match de phase régulière, quoi. Ouais, on s'habitue vite aux bonnes choses, mais tout le monde s'habitue à voir le Stade Toulousain en demi-finale, et malgré tout, c'est pas évident à faire parce qu'il y a beaucoup de doublons, beaucoup d'internationaux. Il faut que le groupe soit compétitif durant toute l'année, et c'est grâce aux doublons et les joueurs qui prennent le relais à ce moment-là que le Stade Toulousain peut se permettre de jouer directement les demi-finales depuis maintenant 3-4 ans. Donc on sait que les joueurs ont besoin de cette plage de repos entre les barrages et les demi pour se retrouver, parce que le Stade Toulousain ne part jamais en stage. Et c'est ce moment-là qu'attend le club pour justement resserrer, pas seulement que les joueurs, resserrer le staff, il y a tout l'administratif aussi qui se déplace. Donc c'est vraiment une sorte de voyage de fin d'année. C'est vrai, voilà, on travaille beaucoup, à l'école de rugby, ça travaille Pamiers. beaucoup. Exactement, sauf qu'on partait pas au Portugal. Là, c'était en Espagne, là, c'était en Catalogne, là. Ouais. Ça change, mais voilà, c'est un voyage de fin d'année, c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, on se dit est-ce qu'on prépare vraiment une demi-finale, parce que ça travaille fort durant 3-4 heures, mais après le reste du temps, c'est une colonie de vacances. Ça joue aux fléchettes, ça joue à la pétanque. Et c'est plus ça que recherche le vivre ensemble d'Hugo que le fait de c'est sûr qu'il faut s'entraîner, il faut augmenter les datas, il faut passer en mode mais ça se fait pas l'entraînement, ça se fait plus en dehors. Voilà, créer ce lien qui est un lien spécial. Philippe, avant de redonner la parole à Laurent Campistran, mais Philippe Spanghero quand même, en termes d'impact par rapport au modèle du Stade Toulousain, figurer en demi-finale du top 14, c'est on va dire c'est le minimum syndical, mais quand c'est une année où on a été éliminé, on n'a pas fait la finale de Champions Cup, économiquement, il y a plus de pression. Ça rajoute forcément une forme de pression, je le dis parce que c'est une réalité dans le monde du rugby. Notre modèle est calqué sur la surperformance sportive, et on voit que les équipes qui s'en sortent sont celles qui font une très grosse recette annuelle de billetterie, de sponsoring, et pour ça il faut que l'équipe soit au rendez-vous, qu'elle joue les premiers rôles. Et donc à Toulouse c'est devenu une normalité, et c'est vrai que même si le staff et la direction arrivent à bien le gérer, il y a une telle attente que forcément quand tu es éliminé d'une compétition, il y a un peu plus de pression sur celle qui suit, parce qu'en effet il y a des enjeux économiques qui sont assez simples, c'est-à-dire qu'il y a des primes avec les sponsors, des primes de résultats en fonction du parcours, donc ils ont loupé une partie de ces primes avec une potentielle finale ou un titre de Champions Cup, donc il reste des primes à aller chercher avec cette performance en top 14, et puis forcément derrière c'est beaucoup plus simple pour préparer la saison prochaine, même si d'ores et déjà à Toulouse ils ont des problèmes de riches puisque ça joue à guichet fermé toute la saison, les espaces partenaires sont déjà quasiment pleins, donc leur vrai sujet c'est les délocs au stadium et puis optimiser les ressources qu'ils peuvent aller chercher en dehors de ce stade Ernest Vallon qu'ils ont exploité au mieux qu'ils pouvaient le faire. Oui, et donc c'est dire l'importance de ce match. Laurent Campistran, journaliste de l'équipe, avec nous en direct sur Sud Radio dans les vraies voix du rugby, et donc spécialiste du Stade Toulousain, auteur aussi d'un livre aux éditions Scotty, c'est ça, un livre sur les meilleurs joueurs du Stade Toulousain, les 50 meilleurs joueurs du Stade Toulousain, Laurent.
Exactement. Donc d'ailleurs, je m'excuse d'avance auprès de Johan qui ne fait pas malheureusement partie du panel. Il est arrivé 51e comme beaucoup d'autres. Mais effectivement, oui, j'ai eu ce privilège de faire ce livre avec aux éditions Scouty là, qui sort dans les jours qui arrivent. D'accord. Qui est déjà sorti d'ailleurs dans certaines surfaces. Donc le principe, c'est on va dire, c'est les 50 meilleurs sur toute l'histoire du Stade Toulousain ou Exactement. Ah ouais. Donc... Exactement. Depuis la création du club en 1907 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça balaye évidemment toutes les époques fastes du Stade Toulousain, essentiellement fastes parce qu'il y en a eu de moins fastes, mais des joueurs qui quand même sont ressortis. Je pense notamment à Pierre Villepreux, Jean-Pierre Rive ou Jean-Claude Scrella dans les années 60-70. Ouais, mais ça réduit quand même, ça réduit le panel. Donc du coup, parce que c'est long. C'est très long. Et l'idée surtout c'était qu'il soit relativement équilibré. L'idée c'était pas d'avoir 10 joueurs, 9 demi-mêlées et se contenter d'un deuxième ligne et d'un pilier. Donc il fallait vraiment que ce soit équilibré. Donc c'était 3-4 par poste maximum pour arriver aux 50, d'où la difficulté de trouver les 50 quoi. Et donc j'ai dû faire des choix. Beaucoup de côté quoi. Faire des choix. Ouais. Et sélectionneur, ça a été un sélectionneur. Et voilà. Et cette 51e place de Johan, mais qui est quand même dans le top 3 de nos cœurs. Voilà, c'est tout. Et voilà, parce que c'est le plus important. Pourquoi cette idée là de faire ce livre sur Toulouse? Est-ce que c'était entre guillemets une commande ou est-ce que voilà il y avait l'envie de traverser un peu l'histoire du club? C'était une commande effectivement de la part de l'éditeur Scouty qui avait déjà fait la même chose dans le foot avec les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de Saint-Etienne puis un peu plus tard de l'Olympique de Marseille. Donc ils ont voulu se lancer dans le rugby et évidemment ils ont choisi le Stade Toulousain en premier. Ouais. Et donc c'est comme ça que j'ai été contacté et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça quoi. Eh ben on souhaite longue vie à ce livre. Donc sur les 50 meilleurs joueurs du Stade Toulousain, Laurent, il y en aura combien sur la pelouse ce week-end des joueurs qui seront dans ton livre et vendredi soir face à Bayonne? Alors il y en a quelques-uns, je crois qu'il y a sur l'époque moderne, il y en a 7 ou 8. Bon, il faut enlever évidemment Antoine Dupont qui est blessé, mais sinon il y a Romain Tamac. Il y a Pitaki, il y a Cyril Bay, il y a les deux talonneurs. Movaca ne sera pas là, mais il y aura Julien Marchand, il y aura François Gross aussi, Thomas Ramos bien sûr. Voilà, je crois que je les ai à peu près tous cités. Sachant que certains, si j'avais fait le livre 5 ans plus tard, peut-être que des Manuel Meafou, des joueurs comme Thibaut Flamand ou Juan Cruz Malia et d'autres auraient mérité de l'être, mais voilà, on a dû faire évidemment un choix et on a privilégié ceux qui étaient au club depuis longtemps quoi. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu as déjà un peu l'équipe là? Parce que je t'ai demandé si ceux qui étaient sur le terrain étaient dans ton livre, et tu me donnes déjà une liste. Je pense que les joueurs que je t'ai cités ont quand même de grandes chances d'être dans les 23. Je dis pas titulaire, mais dans les 23. Ouais, mais justement, le point d'interrogation, Johan et Philippe, c'est quand même l'état de forme de certains. Je pense à Kinghorn, il y a eu Ramos aussi qui a eu des petits pépins. Tout ça là, c'est. J'ai pas entendu. Mais à fou aussi. Et ouais, mais à fou. Tout ça là, on est revenu à niveau selon toi, Johan? J'ai cru comprendre ou entendre, toi qui es plus proche maintenant du terrain que moi, Laurent, tu me coupes, mais je pense qu'ils ont fait une grosse préparation physique qui a été entamée juste après les demi-finales. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on les a sentis un peu empruntés physiquement, où il y a eu des fautes de main. Parce que durant les 2-3 matchs qui ont suivi, ils ont poussé un peu le curseur et apparemment ils comptaient avoir, on appelle ça le rebond sur la demi-finale et être frais. Donc espérons que tout le monde a été remis à niveau et a remis à son cursus de forme nécessaire pour être le plus performant possible. Je pense à Romain, je pense à Meafou. On a besoin de Pita aussi, donc voilà, c'est des joueurs qui, j'ai senti le paquet devant, c'est assez emprunté sur les dernières sorties. Ouais, Philippe, toi, c'est quoi les petits, ce qui se dit, les bruits de couloir à Toulouse? J'imagine que voilà, il doit bien s'en dire comme ça en passant dans le centre. Honnêtement, j'en ai pas du tout récemment, sans faire de langue de bois, mais c'est vrai que je pense que il y avait besoin de monter le curseur physiquement, et puis comme le disait Johan, le Stade Toulousain est quand même assez sûr de ses forces en termes d'individualité, de collectif, mais il y avait besoin quand même de resserrer
l'équipe, de digérer aussi cette élimination à Champions Cup et puis de se rassurer aussi parce que ça fait quand même quelques semaines et je l'ai dit plusieurs fois et le staff toulousain m'a fait mentir parce que je pensais que l'équipe alignée à Perpignan là, pour le dernier match de la phase régulière serait une équipe beaucoup plus proche de celle qui va jouer les demi, mais il y a eu quand même des points d'interrogation dans le jeu toulousain avec ce turnover qui fait du bien dans les saisons, mais qui, au moment où il faut monter en pic de forme, peut amener des questions sur la fluidité. On a senti une équipe qui manquait de repères collectifs. Ouais, Laurent, toi qui donc est au plus près de cette équipe, Laurent Campistron, notre confrère bien sûr de l'équipe, est-ce que toi tu sens justement que cette préparation physique elle a impacté un peu la fin de la saison régulière, ou est-ce que on va dire non, c'est plutôt la motivation là qui va faire la différence? Ouais, je pense que c'était un petit peu des deux. Oui, je pense que la prépa physique a évidemment impacté les organismes. Et puis, il y a le fait surtout que Toulouse était quand même sûr de disputer cette demi-finale depuis 3 ou 4 journées. Donc, les 3 ou 4 journées justement qu'ils ont joué pour finir, il y avait peut-être pas l'engagement qu'ils auraient mis si la CAIF se jouait là sur la fin, quoi. Donc, c'est ce qu'ont très bien dit les membres du staff à tour de rôle d'ailleurs. C'est difficile de juger une équipe sur des matchs comme ça où il n'y a pas un enjeu maximal. Donc il ne faut pas trop se baser sur un petit peu le ressenti des derniers matchs, même si effectivement on peut être inquiet sur des joueurs qu'on avait rarement vus aussi en deçà de leur qualité comme Meafou, je pense en premier lieu à lui. Romain un peu moins parce que sur le dernier match je l'ai trouvé plutôt bon et il était vraiment en phase ascendante. Donc voilà, je suis pas spécialement inquiet pour le Stade Toulousain par rapport au match de Bayonne. Je pense qu'ils ont fait le boulot et qu'ils ont su se resserrer comme il fallait en Espagne pour arriver au maximum de leur potentiel vendredi soir. Tu n'as pas senti de tension particulière depuis l'élimination en demi-finale de Champions Cup, en tout cas de contrariété, ou voilà on va dire l'objectif du Brennus à surmonter tout ça? Bien sûr, la contrariété est liée parce que c'est quand même un club qui est habitué à gagner. Donc évidemment, dès qu'il perd un titre, ça marque. Il y a de sacrés compétiteurs dans l'équipe, à commencer par Thomas Ramos. Et ça lui avait évidemment pas plu de perdre en demi contre Bordeaux. Mais voilà, oui, la grande force de ce groupe, c'est qu'ils arrivent. Une fois qu'un objectif est loupé, il se projette très vite sur le suivant, avec l'objectif évidemment de rattraper un petit peu le titre perdu en chemin. Il faut se souvenir qu'en 2022 ils avaient perdu 2 fois en demi-finale. C'était justement une année post-doublé et que ça les avait marqués. Ils ont tout fait depuis pour effectivement arriver dans les meilleures dispositions sur ces fins de saison, en faisant, comme on l'a dit précédemment, tourner l'effectif davantage et de façon à pas arriver complètement rincé sur la fin. Et je pense que là, je pense qu'ils sont en bonne position au moins pour aller jusqu'en finale, quoi. Ouais, est-ce que Bayonne, Johan, est en mesure de faire trembler l'ogre toulousain, le tenant du titre? Comme il disait Grégory Pata, ils ont rien à perdre. Une équipe qui a rien à perdre est très dangereuse. Maintenant, si le Stade Toulousain joue à son niveau avec ses meilleurs joueurs, j'ai peur que ce soit difficile pour les Bayonnais. Et voilà, ça peut être difficile de terminer comme ça pour eux, mais en tout cas, ce sera une belle saison. Il n'y a pas grand monde qui va parier sur Bayonne ce week-end, bien sûr, parce que le novice qui arrive face à l'ogre toulousain. Mais ça peut être un match piège pour les Toulousains, de se dire que ça risque d'être un peu plus facile que d'avoir pris une équipe comme Clermont, qui avait peut-être un peu plus l'habitude de jouer ces phases finales-là. Attention, voilà, il faut jouer à son niveau, à son bon niveau, réel niveau collectif et individuel, pour justement se rendre la tâche un peu plus facile. Tiens, on va l'écouter. Tiens, Greg Patat, tu en parlais, et Quentin Fredon et Quentin Samus. Mais oui, bien sûr, tout ça c'est préparé. Greg Patat, l'entraîneur de Bayonne, l'Occitan de Bayonne. Patat, carrément. Voilà. On est dans le Gers. Dans le Gers, on prononce tout. Mais enfin bon, c'est pareil dans l'Aude. On roule les ailes. Allez, à tout de suite. Je leur avais dit que pour moi, c'était pas un match de phase finale, ce match-là. C'est un match de la confirmation de notre saison. Les phases finales débutent le week-end
week-end prochain face au Grand Toulouse. On est fiers quand même à l'Aviron, on va vouloir jouer avec nos armes. Si on regarde les palmarès de chacun, oui, le combat est déséquilibré. Maintenant, ça va être un premier contre un quatrième, ça va être une demi-finale. Voilà, on connaît leur savoir-faire, leur esprit de compétiteur qu'ils ont. Cette faculté à montrer qu'ils sont les boss dans cette division. On va y aller avec nos arguments. On a tout à gagner, je pense. Ils ont tout à gagner, ces Bayonnais en tout cas. Voilà, on espère pour eux qu'ils ne vivront pas la demi-finale. C'était Stade Toulousain Racing, là où il y avait eu 40 points à Saint-Sébastien. Ça avait été douloureux. Est-ce qu'ils arrivent vraiment fatigués, les Bayonnais? J'arrive pas à savoir leur niveau de forme par rapport à leur match face à Clermont, s'ils ont puisé beaucoup d'énergie. C'est ça le problème aussi, c'est cette opposition de vendredi soir. Alors sans faire offense à Clermont, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, mais ils sont passés complètement à côté de leur sujet. Ils n'ont pas existé dans ce match. Alors à un moment, ils sont revenus à contre-cours du jeu et on a pensé qu'ils pouvaient inverser la dynamique, mais vraiment l'opposition était quand même assez faible pour l'Aviron Bayonnais. Du coup, on a du mal à jauger de leur vrai niveau. Pour moi, la vraie interrogation, je le dis souvent, et visiblement, Johan n'est jamais d'accord avec moi, mais je le redis quand même. Là, quand on regarde la composition qu'a aligné Toulouse contre Perpignan, il y a la moitié de cet effectif qui sera titulaire en demi-finale vendredi soir. Donc des joueurs qui n'ont pas joué depuis 3 semaines. Alors bien sûr, le travail physique il est important. Ils vont travailler à balles réelles en opposition. Mais malgré tout, je trouve que c'est très long en termes de perte de rythme. Alors, je pense qu'ils vont avoir une entame peut-être un peu compliquée, mais soit Bayonne est très bien dans son match et arrive à faire douter les Toulousains par ce rythme qu'ils ont eux, et ils peuvent rendre la tâche à Toulouse un peu difficile, mais si Bayonne sur l'entame n'est pas très fort et hyper réaliste sur ces temps forts, je vois pas Toulouse capable d'être inquiété. Ouais, effectivement. Laurent Campistron, le mot de la fin avec toi. Donc, on rappelle d'abord le titre de ton livre, les 50 meilleurs joueurs du Stade Toulousain aux éditions Scouti, voilà, qui est donc dans les bonnes librairies pour vivre au travers du temps. Juste, est-ce que c'est la meilleure génération? Ça, c'est un peu le grand défi de Hugo Mola envers ses hommes. Est-ce que ce qu'on vit actuellement est la meilleure génération du Stade, toi qui as voyagé un petit peu au travers de toutes les générations? On s'en rapproche. Je suis pas certain qu'ils aient encore atteint le nombre au palmarès, en tout cas, la génération des années 90 avec les 4 titres d'affilée entre 94 et 97. Il y a eu une très bonne génération dans les années 2000 aussi. Mais ce qui est sûr, enfin, ce que je pense en tout cas, c'est que le meilleur joueur de l'histoire du Stade Toulousain fait partie de cette génération-là, même s'il est actuellement blessé, quoi. Voilà, c'est un certain Antoine D, si vous ne l'avez pas reconnu, bien sûr, et on lui souhaite toujours la meilleure récupération, la meilleure rééducation. En tout cas, on le voit quand même dans ses apparitions publiques. Il est sur pied, ça a l'air de bien progresser. Bien entouré, dit Johan. Je ne fais que citer Johan. Voilà. Merci Laurent Campistron d'avoir été avec nous et donc bonne demi à Lyon. On les vivra aussi sur Sud Radio. On prendra l'antenne vendredi à partir de 18h pour vivre ce match donc entre Toulouse et Bayonne. Merci Laurent, à bientôt. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de ces demi-finales, bien sûr avec vous au 0826 300 300. Puis on parlera également du maintien in extremis de l'USAP. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix du rugby spécial demi-finale du top 14 qu'on vivra vendredi et samedi 18h. Ce sera notre prise d'antenne pour vivre des émissions spéciales en direct de Lyon. Toute l'équipe sera là bien sûr et puis on vivra ce match en intégralité vendredi soir Toulouse-Bayonne et samedi soir l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, détenteur de la Champions Cup face à Toulon RC Toulon. Voilà. Dis-moi pour profiter avec ton petit sourire là. Voilà, mais bon, tu sais, les équipes qui n'ont pas l'habitude de gagner, il faut qu'elles en profitent, Johan. Ça c'est sûr. Philippe Spanghero est là, bien sûr. Toi, quelle demi-finale tu as plus envie de voir? Si tu devais en choisir une, toi, Philippe, entre ce Toulouse-Bayonne et ce Toulon-UBB. Alors, il y avait forcément un petit côté du cœur pour voir celle de Toulouse, mais par rapport à l'indécision,
je suis plus impatient de celle entre l'UBB et le RCT. Pour répondre à la question de savoir si l'UBB est vraiment capable d'aller au bout, de réaliser ce doublé. C'est tellement difficile. Donc il y a déjà une marche importante qui les attend ce week-end. Donc en tant qu'amateur de rugby, pour l'incertitude du résultat, c'est plutôt celle de samedi. Ouais, on sait quand même que Yannick Bru, on va dire, s'est développé à la mamelle du Stade Toulousain en tant que joueur et entraîneur à l'époque. Il a choisi la semaine dernière de délocaliser un peu ses entraînements pour éloigner les joueurs un peu de Bordeaux et de toutes les confettis qu'ils avaient encore dans les cheveux. 4 jours à Cap-Breton, ils étaient au même camping village vacances là que l'équipe de France pendant la Coupe du Monde à Seignos. C'était la bonne solution pour reconnecter tout le monde vers l'objectif, Johan? Oui, bien sûr, c'est exactement ce qu'il faut faire après les avoir laissés libres de fêter ça, et je pense qu'ils l'ont bien fêté. De se remettre dans le droit chemin, de travailler et surtout sur les dernières sorties de l'UBB, je les ai pas sentis déconcentrés, déconcertés par le retour à la compétition. Ils ont l'air d'être toujours en forme et de surfer sur cette vague positive. Donc se retrouver ensemble, voilà, partager des bons moments, ça fait toujours partie des choses, parce que d'une fois que le match gagné-perdu en demi-finale, la saison elle s'arrête. Donc le lendemain, tout le monde part en vacances et c'est fini. Donc c'est un peu le seul moment où on peut se retrouver en fin de saison et de profiter, de faire un peu le point sur tout ce qui s'est passé. Oui, Yannick Bru disait là en conférence de presse aujourd'hui, on a additionné ces dernières semaines ce que j'appelle pas mal de petits moins de vigilance, moins de rigueur, moins de récupération, moins d'exigence personnelle. Est-ce que ça, Philippe Spanghero, c'est le danger qui peut guetter l'UBB, qui n'est pas habitué à remporter des trophées? Alors ça aurait pu, mais je crois pas. J'ai vraiment l'impression qu'elle a franchi un cap, cette équipe, cette saison, dans la dimension collective, dans le caractère, dans le niveau d'exigence. Il y a des compétiteurs qui sont des leaders importants de ce vestiaire. Ils ont quand même en tête, ils ont été animés quand même et motivés toute l'année par la finale de l'année dernière de Top 14. Ils sont allés au bout en Champions Cup, mais ils ont envie d'écrire une autre histoire. Donc je pense pas qu'ils tombent dans ce panneau-là. Ouais, c'est un panneau sur la fraîcheur quand même, Johan. Toi, tu as connu ces saisons où on joue sur 2 tableaux. Quand on a gagné, entre guillemets, souvent on dit qu'on récupère mieux, enfin qu'on est moins fatigué. Mais il y a eu la fête aussi. Ouais. Visiblement, ils se sont pas économisés. Mais ils ont eu raison, et d'autant plus que Yannick leur a laissé quartier libre, et je pense que ça doit se fêter, parce que après c'est trop tard. Quand la saison est finie, on perd si on perd en demi, on va pas célébrer un titre de champion derrière, donc c'est trop compliqué à gérer. Mais je les trouve bien physiquement, mentalement, collectivement, ils ont l'air en forme. Il faut leur laisser aussi le droit de fêter ça. Mais sur leur dernière sortie contre Vannes, j'ai pas senti une équipe qui était fatiguée, j'ai pas senti de l'approximation, et voilà, ils sont rentrés petit à petit dans le match, ils ont construit leur match, et toujours porté par un Mathieu Jalibert qui est en grande forme. Ouais. Messieurs, on va bien sûr se projeter sur ce match qui sera samedi. On va en reparler dans quelques instants, mais on va revenir quand même sur ce match qui attend les Toulousains dans un instant avec Virgile Lacombe qui sera notre invité. À tout de suite sur Sud Radio. 20h41 sur Sud Radio, on est en direct dans les vraies voix du rugby. Yohan Huget, Philippe Spanghero bien sûr, vous au 0826 300 300, et bien sûr notre invité exceptionnel, c'est Virgile Lacombe, entraîneur adjoint du Stade Toulousain, enfin un des entraîneurs du Stade Toulousain, plus attaché bien sûr à la conquête, à la mêlée, au jeu d'avant. Lui, l'ancien talonneur du Stade Toulousain, voilà, qu'on a connu dans les années 2004, 2010 à peu près, 2011. Bonsoir Virgile. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Je sais que c'est une semaine spéciale. Je te présente pas mes acolytes, Johan et Philippe. Je pense que tu les connais bien, tu les as un petit peu pratiqués. Exactement. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, bienvenue et merci. Tu seras à l'heure vendredi. T'as entendu? Ouais. Voilà. Mais bon, ça dépend s'il a un forfait SFR. Moi, c'était mon cas aujourd'hui. Personne n'a pu me téléphoner. T'inquiète pas, il a pas le forfait SFR, lui. Bon, Virgile, c'est une semaine de demi-finale. On sait que Toulouse est quand même assez habitué. Est-ce qu'il y a des petits signes, et quels sont-ils, qui montrent que c'est une semaine un peu particulière? Ah oui, forcément. Bah déjà, il y a le beau temps qui nous montre qu'on arrive sur les phases finales. Donc ça, c'est plutôt plaisant parce qu'on commence la semaine
On l'a commencé hier, étant donné que le match est vendredi, donc on a commencé la semaine avec une chaleur un peu étouffante. Puis ensuite après le sérieux qui règne aux entraînements et la concentration avec l'implication de tous les joueurs, mais qui a déjà débuté la semaine dernière quand on est parti en stage. Johan Huget, question pour Virgile Lacombe. Elle est simple. Est-ce que durant ce stage, vous avez réussi à vous reconnecter dans le jeu, parce qu'on vous a senti un peu en difficulté, et voilà, pour relayer les mots de Clément avec un peu d'approximation. Alors, est-ce que c'est dû à la préparation physique et les joueurs étaient un peu fatigués, ou c'était un manque de liant que toute équipe peut avoir à ce moment-là? Il y a une période de doute qui est réelle suite à la défaite en demi-finale de Coupe d'Europe. Et à ça est venu s'ajouter aussi le fait qu'on se qualifie assez tôt, donc peut-être difficulté pour pouvoir tous se concentrer sur les matchs qu'il y avait à jouer. Et en plus de ça, nous, le staff, on a aussi essayé d'utiliser cette période pour pouvoir retravailler physiquement. Donc ils avaient des semaines assez chargées, même plus chargées qu'à l'habitude. Donc c'est sûr que lorsqu'il y avait les matchs en fin de semaine à jouer, on n'a pas toujours les contenus qui nous satisfaisaient. Et la semaine de stage pour laquelle il n'y avait pas de match en fin de semaine a été plutôt satisfaisante, parce qu'on s'est vraiment concentré sur nous. On s'est pas du tout intéressé à un quelconque adversaire, vu qu'on connaissait pas notre opposant. Et ça nous a permis de voir de belles choses. Et est-ce que, je sais pas, d'un point de vue extérieur, mais on vous sent moins conquérant peut-être devant que d'habitude. Ça aussi, c'est dû à la préparation physique? Ouais, et puis à la rotation qu'il y a eu les dernières semaines. Je pense que depuis justement ce match de Bordeaux, puisque c'est quand même le point de repère par rapport au moment auquel on a vraiment switché sur le top 14 et qu'on s'est concentré que sur cet objectif du top 14, on a fait jouer pas mal de joueurs différents aussi, donc on était toujours dans la volonté de mettre des émulations au sein de l'effectif, et donc parfois des doutes sur une composition de type, des doutes sur les joueurs qui, pour certains, revenaient de blessures. Et donc c'est vrai que l'expérience collective que l'on peut avoir quand c'est toujours la même équipe qui joue de semaine en semaine, on l'a peut-être un peu moins eu sur la fin de la saison régulière. Philippe Spanghero avec Virgile Lacombe, notre invité exceptionnel dans les vraies voix du rugby. Ouais, salut Virgile. Écoute, une question par rapport au débat qu'on avait eu la semaine avant Perpignan. J'étais assez persuadé, je me suis trompé, donc heureusement je suis pas entraîneur, que vous alliez mettre à Perpignan une équipe quasi type de demi-finale, parce qu'on sait que au-delà du rythme physique, il y a cette période, elle est toujours délicate quand tu passes pas par les barrages et que tu as un dernier match de phase régulière où tu fais un peu tourner. Est-ce que c'est une question qui s'est posée, ou est-ce que tout le monde était aligné dans la vision et dans la façon de monter en puissance entre le dernier match de phase régulière et cette demi-finale, parce qu'il y a quand même quasiment 3 semaines entre les deux? Non, c'est une question qui s'est posée. C'est assez particulier de se retrouver premier à plusieurs journées de la fin du championnat. Ça arrive pas souvent, et donc nous on a essayé de réfléchir au meilleur moyen de pouvoir garder tout le monde en éveil, et surtout à permettre à certains joueurs, en fonction de leur problématique personnelle ou individuelle plutôt, pour certains d'avoir du temps de jeu, pour d'autres d'avoir du repos, pour d'autres de les mettre dans le rôle qu'ils auraient peut-être sur la fin du championnat. Donc la réflexion elle a été plus individualisée que justement collective, parce que malgré tout on a la chance d'avoir un effectif qui est assez stable depuis plusieurs saisons, et la connexion entre les joueurs, sincèrement, elle est réelle et existante. Donc je pense pas que les 3-4 dernières semaines de championnat aient pu nous apporter quelque chose de supplémentaire de ce côté-là.
Est-ce que les matchs de la phase régulière contre Bayonne, qui est, on va dire, un peu la surprise, entre guillemets, de ces demi-finales, même si la logique de la phase régulière est respectée, est-ce que ces matchs de phase régulière, là, ces confrontations contre défaites à l'aller, mais c'était des périodes de doublons à chaque fois, est-ce que ça compte ou pas? Ou est-ce que vous les avez regardés, visionnés, redétaillés? Oui, bien sûr. On a travaillé dessus. On a passé du temps à travailler sur nos confrontations directes avec eux. On a passé du temps à travailler sur certains gros matchs qu'ils ont pu préparer avec, on pense, l'équipe qu'ils auront le week-end prochain, enfin vendredi plutôt. Et comme je disais, nous aujourd'hui, étant donné que on a eu pas mal de semaines sans avoir réellement un adversaire en tête, on a essayé de concentrer un peu plus sur nous. Donc forcément, revoir des matchs que l'on a pu jouer contre Bayonne, ça pouvait être un outil intéressant. Alors, 41-6 quand même le dernier match, c'était en février face aux Bayonnais. Ils ont changé depuis ce moment-là ou pas, leur évolution? Je pense déjà que leur force collective a continué de grandir. Alors est-ce que la question que l'on se pose, c'est de savoir si c'est le supplément d'âme de Jean Daugé qui leur sert ou pas, mais une chose sûre, c'est qu'elle a de réelles forces, notamment avec une grosse qualité de jeu au pied, une grosse conquête, avec un très bon compte en touche, et cette capacité à jouer ensemble, et lorsqu'ils prennent des initiatives, je dirais un peu osées, comme l'essai qu'ils ont pu marquer contre Clermont avec la belle passe au pied de Lopez, sont des choses qui les fait vibrer et qui créent une vraie émulation au sein de leur groupe. Donc on sait qu'on va avoir affaire à une équipe très dangereuse, et s'ils sont en demi-finale, c'est vraiment pas un hasard. Virgile Lacombe avec nous. Dernière petite question, et ensuite on va te libérer, Virgile. Les joueurs jouent au golf, on l'a vu là, hein, sur les réseaux, entre eux. Voilà, quelle activité partage le staff? C'est un peu plus difficile. Des visionnages de matchs. Non, mais on s'est joint eux pendant le stage, justement, pour s'exercer au golf, ou au moins avoir des petites challenges de golf. Il y a eu une période paddle, il y a eu une période basket pour le staff. Les coachs qui sont plus proches des trois quarts, ils ont leur moment de foot avec les joueurs de temps en temps. Mais c'est vrai que on n'a pas une habitude récurrente à sortir tous les lundis ou tous les vendredis. Se faire une sortie sportive ensemble. Bon, en tout cas, il y a du visionnage, et forcément il y a un grand rendez-vous, et c'est vendredi, on le vivra bien sûr sur Sud Radio. Merci Virgile Lacombe d'avoir été avec nous en direct dans les vraies voix du rugby. C'est toujours un plaisir, et bon match ce week-end. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu as dit, Johan? À vendredi. À vendredi. Soit l'heure. Allez, à bientôt. Et dans un instant, on parle bien sûr de l'un des grands événements du week-end. C'est le maintien de l'USAP, maintien qui s'est obtenu au forceps face à Grenoble, 13-11. Et pour en parler, l'un des leaders, l'un des joueurs de cette équipe de l'USAP, c'est Lucas Vellard qui est avec nous. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio avec Yohann Usain, avec Philippe Sanguero. Qu'est-ce qui domine ce soir? C'est la joie, le soulagement. Comment tu te sens 48 heures après? C'est surtout un soulagement, je pense, parce que c'était un match, c'est des matchs très particuliers à jouer. Les Access Match, c'est des matchs qui sont très difficiles. En plus, il a fait très chaud. Donc voilà, donc on est plutôt soulagé. On est heureux de rester en top 14. C'était l'objectif. Au vu de la saison, on visait un peu mieux au départ de la saison, mais c'est vrai que au fil de la saison, ça a été assez compliqué. On a eu pas mal de blessés, et puis on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait faire. Mais bon, on s'est accroché, et on est heureux de rester en top 14. 13-11, on rappelle le score, Johan, avec Lucas Vellert. Peut-être un mot pour voilà. Déjà félicitations, parce que c'est jamais évident, comme il dit, de jouer ces matchs-là. On a la pression du club, des supporters derrière nous, et voilà, ils ont relevé le défi comme ils l'ont fait maintenant à 3 reprises, je crois. Donc félicitations à eux, c'est jamais évident. Mais est-ce que vous avez été pris un peu par la pression, parce qu'entre le compte rendu que vous faites contre le Stade Toulousain et là contre Grenoble, j'ai l'impression de voir deux Perpignan totalement différents en 15 jours.
Ouais, c'est clair qu'on est à des années-lumière de ce qu'on a fait contre Toulouse, mais on a été beaucoup, je pense, pendant la saison comme ça, sur certains matchs très bien offensivement et sur d'autres très moyens. Donc voilà, après, c'est un match qui est très particulier. Je l'ai dit, il a fait très très chaud, franchement. Vous rentrez bien dans la partie. Hein. Ouais, on rentre pourtant très bien et je sais pas ce qui se passe. Moi, j'étais sur le banc et je trouvais je nous sentais un peu mou. Je nous voyais aller en marchant sur les mêlées, sur les touches. Je nous sentais pas. Pourtant, on était bien sûr très concernés. Et on savait l'importance du match et on était prêt à jouer ce match. Mais je sais pas si on a été pris par la chaleur, par le rythme. Mais c'est vrai qu'il faut féliciter Grenoble qui a fait un très gros match, qui défensivement nous a posé des soucis, à part sur la première action où on a réussi à scorer très vite. Mais après, on trouvait pas trop de solutions et ils ont bien joué au pied, ils nous ont bien mis la pression, je pense aussi. Donc voilà. Après, il y a 2-3 actions de franches où il marque pas. Je pense à Jérémy de la Fuente qui loupe le ballon là comme ça, alors qu'il est quasiment dans l'embut. Puis un autre où voilà, s'il marque ça aussi, le match est plié bien avant l'heure. Philippe Swanguero avec Lucas Vellart. Ouais, bonsoir, mais d'abord bravo parce que c'est vrai que c'est jamais facile et puis on a senti toute la pression et on sent quand même à quel point ces joueurs de l'USAP, alors les historiques et puis même ceux qui ont rejoint l'équipe récemment, comprennent à quel point l'enjeu est grand pour cette ville d'avoir ce club en top 14. Ça déjà, ça transpire et je pense que ça permet d'être au rendez-vous de ce type d'événement. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on se disait qu'il y avait quand même la connaissance de ce type de rendez-vous maintenant depuis 3 saisons. Et on vous a senti quand même pris par l'enjeu parce que maîtriser complètement comme ça le début de match. Et ensuite, on a senti Grenoble complètement dominé. Alors, manquait beaucoup de réalisme, heureusement pour vous, en fin de première mi-temps surtout. Mais ça s'explique par quoi, selon toi ? Je sais pas, parce que on l'avait bien préparé. Je pense que depuis 2-3 semaines, on était monté en puissance sur nos entraînements. On était vraiment beaucoup plus précis sur un peu tout. On a récupéré notre conquête contre Toulouse, donc on était quand même assez en confiance et on s'était préparé dans des bonnes conditions, je pense, pour jouer Grenoble. Mais c'est vrai que ces matchs, c'est des matchs qui sont tellement particuliers. Il y a tellement chez nous, il y a beaucoup de ferveur. En plus, on a encore eu 3000 personnes qui sont venues nous soutenir et tout le reste. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Ces matchs sont vraiment, je sais pas, c'est vraiment très très particulier parce que t'as pas le droit à l'erreur. Tu sais que si tu perds, tu es en Pro D2. Donc il y a une telle pression. Je sais pas si ça a joué un peu sur notre jeu et sur le fait qu'on soit très crispé et qu'on manque d'animation, mais je sais pas, c'est difficile à expliquer, franchement. Ce match, il sourit quand même dernièrement plus aux équipes du top 14. Est-ce que tu penses qu'il faut le maintenir ou pour vous, c'est pas du tout un plaisir, entre guillemets, cet access match, comme on l'appelle? Ouais, c'est quand même un plaisir parce que sinon je pense qu'on serait en Pro D2 quoi. Si on était sur la formule d'avant, le 13e descendait automatiquement. Donc alors on préfère avoir la pression. Ça fait 3 ans qu'on le joue. Enfin sur les 4 dernières années, ça fait 3 ans qu'on le joue. Mais voilà, c'est un match encore l'année dernière. Grenoble, malheureusement pour eux, ils ont perdu sur une pénalité à la dernière action. Donc c'est des matchs très compliqués pour les équipes de Pro D2 aussi, mais très compliqués pour l'équipe de Top 14. Donc moi je trouve la formule qui est plutôt bien. Après c'est pas moi d'en décider, mais c'est sûr que c'est des matchs. Tant que tu gagnes, c'est bien. Exactement. C'est toujours comme ça. Mais si tu avais un résumé à faire de votre saison, parce qu'on sent beaucoup de potentiel dans votre équipe et dans votre club, je pense vous pouvez viser plus haut, mais on vous a jamais senti vraiment rentrer dans cette saison pleinement avec je sais pas. Il y a eu des blessés quand même. Ils ont pas été épargnés. On est d'accord sur ça. Ils ont quand même un groupe de qualité. Ouais, on a eu beaucoup de blessés. C'est vrai je pense qu'on a des qualités. On est armé déjà de devant. On a un bon paquet d'avant. Mais c'est vrai qu'on a été beaucoup en dents de scie sur notre conquête, surtout en touche. Donc c'est difficile de mettre en place notre jeu. Après, à chaque fois qu'on a commencé à avoir les ballons, on savait pas trop quoi en faire, quoi. Et voilà, on a eu on a bréché beaucoup de franchissements, mais très peu de conclusions, quoi. Donc l'analyse est que c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment joué avec tous nos joueurs aussi. Je pense un des seuls matchs qu'on a fait bien, enfin 2 des matchs avec lesquels on a pris beaucoup de plaisir offensivement, c'est un des derniers contre Toulouse et en début d'année contre Clermont.
c'est à ce moment-là qu'on avait un peu aussi toute notre équipe, mais je sais pas, on n'a pas trouvé les armes offensivement comme on les avait les années précédentes où on envoyait beaucoup de jeux et qui est quand même notre ADN, je pense. Voilà, et avec notamment certains qui ont été appelés en équipe de France de tes coéquipiers, Lucas. Par rapport à ce match, dernière petite question pour moi, et peut-être que Philippe en aura une encore, mais très rapidement, comment ils vous ont préparé les coachs pour ça? Parce qu'à la fois, il y a un enjeu, mais il faut enlever la pression. Comment arriver à trouver l'équilibre? Bon, on a essayé d'être positif dans le discours. Les coachs ont été très positifs dans le discours. On a essayé de garder la confiance et heureusement qu'on avait fait un bon match contre Toulouse la semaine d'avant. Je pense que ça nous a aidés. Et voilà, après, ils nous ont parlé de l'expérience qu'on avait dans ce groupe et du caractère qu'on avait. Que voilà, on n'était jamais, je pense, abattus. On est à 75e à Vannes, qui était un concurrent direct, on est à 20-10 et on a réussi à rentrer dans le match. Donc voilà, on a essayé de bâtir ça sur la confiance et sur être précis dans tout ce qu'on voulait faire et de devoir maîtriser ce match. Et ça a été maîtrisé. Philippe, peut-être un dernier mot pour... Ouais, mais pour toi particulièrement, c'est vrai qu'il y a tes mots là pendant ce water break de la deuxième mi-temps où on voit vraiment à quel point tu vis le truc. Est-ce que c'était préparé un peu? Est-ce que ça t'est venu comme ça? Tu sentais que le match vous échappait un peu à ce moment-là? J'ai eu le temps de me préparer comme j'étais sur le banc et de voir qu'on était un peu, je me trouvais un peu attentif et à réaction. Donc c'est vrai que quand j'étais sur le banc, je me suis dit si je dois prendre la parole et je sens que c'est le moment, je dirais 2-3 mots et après c'est le cœur qui a parlé beaucoup et voilà, j'avais envie de faire passer le message à mes coéquipiers. J'avais surtout pas envie de descendre en top 14. Je l'ai connu quand j'étais supporter plus jeune, je l'ai connu aussi en 2018 là, donc j'avais pas envie de connaître ça. Donc, voilà. Donc ça sera le top 14, le maintien. Félicitations à l'USAP et à tout ce peuple sankéor. Merci Lucas Vellert d'avoir été avec nous. Bonnes vacances quand même et bonne demi-finale que l'on vivra sur Sud Radio. À très bientôt. On se retrouve dans un instant. Merci Johan, merci Philippe. Oui, c'est déjà terminé, déjà 21h. Et oui, les clés d'une vie. Corinne Touzé qui est l'invitée de Jacques Pessy. Voilà, et on remercie Quentin Cabanis, Aude bien sûr, merci et Quentin Fredon. Bonne soirée sur Sud Radio.